Ma femme m'a posé un ultimatum, soit tu l'acceptes, soit je m'en vais. J'ai regardé ma fille. Chérie, fais tes valises. À ce moment-là, ma femme a réalisé son erreur. Il était un peu plus de 18 heures. La lumière dorée du soleil rampait sur les parquets de notre cuisine à air ouverte à Lyon. Isabelle se tenait près de l'îlot, tranchant des poivrons comme si c'était un jeudi ordinaire. Ses yeux ne se sont pas levés quand elle l'a dit. Je veux ouvrir notre mariage. Le couteau continuait de bouger, lentement et régulièrement. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Tu quoi? Elle n'a pas scié. J'y ai beaucoup réfléchi. Ce n'est pas émotionnel, Michel. C'est pratique. J'ai besoin de plus et j'ai rencontré quelqu'un. Le silence s'est abattu sur la pièce. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé ma tasse de café avec un léger cliquetis et j'ai demandé « Qui ?» Elle a enfin levé les yeux. Il s'appelle Didier. C'est quelqu'un qui me comprend. Je l'ai fixé, laissant le poids des mots s'installer. Tu parles du sénateur, n'est-ce pas? Ma voix était calme. Tranchante. Elle a bougé. Juste un frémissement. Ce n'est pas la question. Oh, mais si, c'est la question, ai-je dit en m'avançant lentement. Et je pense que la question que tu évites, c'est que ça n'a rien à voir avec la compréhension. C'est une question de pouvoir. Elle a croisé les bras, se redressant. Michel, je te donne un choix. Soit tu acceptes ça, soit je m'en vais. Ma bouche a eu un soubresaut. Un sourire triste, presque amusé. C'est ça l'offre? Accepter ton aventure ou tout perdre? Son ton s'est durci. Tu ne comprends pas ce que c'est que de se sentir invisible. Tu travailles, tu rentres à la maison, tu es un bon père, d'accord, mais je me noie dans une routine que je n'ai pas choisie. C'est là que j'ai prononcé la phrase qui a tout changé. Tu te rends compte que chaque pièce de cette maison a des enregistrements audio et vidéo pour la sécurité d'Émilie? Et qu'ils sont stockés à distance. Chaque conversation, chaque visite, chaque pause déjeuner que tu as prise ici pendant qu'elle était à l'école. Isabelle s'est figée, son visage se vidant de toute couleur. Tu m'as enregistré, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit sèchement. Tu t'es enregistré toi-même. Tu n'as simplement jamais pensé que je prêtais attention. Pour la première fois, sa voix s'est brisée. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Puis je me suis tourné vers l'escalier, appelant calmement. Émilie, ma chérie, fais un sac. On part pour quelques jours. Il y a eu une pause, puis le bruit de mouvements précipités à l'étage. Isabelle a fait un pas vers moi. Michel, ce n'est pas juste. Tu déformes la situation. Non, ai-je dit en la fixant dans les yeux. Ce que tu as fait était injuste. Ce que je fais s'appelle protéger notre fille. La tension dans la pièce était épaisse comme du béton. Je ne te laisserai pas transformer ça en spectacle, a-t-elle sifflé. J'ai haussé un sourcil. Tu as fait ça au moment où tu as fait entrer un autre homme dans notre maison. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Les mots sont morts dans sa gorge. Je n'ai pas attendu sa prochaine manœuvre. Je suis allé dans le salon, j'ai attrapé le sac de voyage que je gardais près de la porte d'entrée et j'ai fermé la fermeture éclair. Derrière moi, Isabelle se tenait immobile comme du marbre, toute sa façade s'effondrant en silence. Au moment où Émilie est apparue dans les escaliers avec son sac de sport à la main, l'illusion de notre petite vie de banlieue parfaite n'était déjà que poussière dans l'air. Cette maison était toujours belle, immaculée, décorée comme une page de magazine. Mais à cet instant, elle ressemblait à une scène de crime, silencieuse, vide et imprégnée de trahison. Et alors que nous sortions, j'ai jeté un dernier regard en arrière, non pas pour la regarder elle, mais pour me rappeler à quoi ressemblait l'intérieur du déni. Nous avions déjà dépassé le périphérique, glissant à travers le centre-ville de Lyon sous un ciel orange qui s'estompait. Le silence à l'intérieur de la voiture était assez épais pour en entendre les coutures s'étirer. Émilie était assise sur le siège passager, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un gilet de sauvetage, les genoux fermement remontés. Elle n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté l'allée. La ligne d'horizon scintillait devant nous, les bâtiments de verre teintés d'or dans la dernière lumière.
Ma main restait stable sur le volant, les yeux fixés sur la route. Je savais ce qu'elle voulait demander, et je savais qu'elle se retenait, attendant que je parle le premier. Finalement, sa voix a brisé le silence, douce mais légèrement tremblante. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai expiré par le nez, puis je lui ai jeté un coup d'œil, juste assez pour offrir un sourire qui n'était pas tout à fait complet. « On traverse juste une mauvaise passe, ma puce. Des histoires de grands. Mais ce n'est pas de ta faute. Pas le moins du monde. » Elle a froncé les sourcils, ses doigts traçant la fermeture éclair de son sac à dos. « C'est à propos de maman ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai resserré ma prise sur le volant. Pas trop. Juste assez pour garder les pieds sur terre. C'est à propos de décisions qu'elle a prises. Oui. Elle a dit que tu travaillais trop. Qu'elle se sentait seule. J'ai cligné lentement des yeux. Venant d'elle, ça a fait plus mal que ça n'aurait dû. Mais j'ai gardé ma voix égale. J'ai travaillé pour m'assurer que cette famille soit en sécurité. Elle le savait. Émilie a hoché lentement la tête, se mordillant la lèvre inférieure. Est-ce qu'elle t'a trompé ? A-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Ma poitrine s'est serrée. Elle méritait une réponse, mais pas la vérité brute. Pas encore. Il y a quelqu'un d'autre, ai-je dit prudemment. Mais ce qui compte en ce moment, c'est que toi et moi, on va bien, et on va continuer à aller bien. Émilie a alors regardé par la fenêtre, son reflet la fixant dans la vitre. J'ai toujours pensé que vous deux, c'était du solide, a-t-elle dit. Comme si c'était pour de vrai. J'ai souri doucement. Moi aussi. La route a tourné vers le quartier des hôtels, les gratte-ciel apparaissant. J'ai actionné le clignotant, laissant son son remplir la voiture un instant. On va vivre ici maintenant, a-t-elle demandé. Juste pour quelques nuits, ai-je dit, jusqu'à ce que les choses se calment. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, je ne veux pas choisir de camp, papa. Tu n'auras pas à le faire, ai-je dit fermement en la regardant. Ce n'est pas ton rôle. Mais si elle essaie de m'y forcer ? J'ai regardé droit devant, la mâchoire serrée. Alors je m'en occuperai. Toi, concentre-toi sur l'école, sur ta musique, tes amis. Les épaules d'Émilie se sont un peu détendues. Tu promets ? A-t-elle demandé. Je promets. Elle a pris une profonde inspiration et s'est adossée à son siège, laissant enfin son sac à dos tomber sur ses genoux. J'aime conduire avec toi, a-t-elle dit après une longue pause. J'ai souri, du genre de sourire qui rendait tout cela un peu plus douloureux. Ah oui ? Pourquoi ça ? Tu ne me mens pas. Même quand tu essaies de ne pas dire les choses, je vois bien que tu essaies juste de me protéger, pas de cacher des trucs. J'ai laissé cela planer entre nous un instant. Puis j'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Je suis fier de toi, ai-je dit doucement. D'être forte, d'être calme. Elle n'a pas répondu. Elle a juste appuyé sa tête contre la vitre et regardé la ligne d'horizon défiler, les lampadaires s'allumant comme des étoiles. Je ne lui ai pas parlé des preuves, des enregistrements, du fait que sa mère était passée si près de transformer toute l'histoire en autre chose. Ce n'était pas pour ce soir. Ce soir, elle avait besoin d'une chose, sentir qu'elle avait encore un endroit où elle était en sécurité. Et ça, je pouvais le lui donner. Alors que nous entrions dans le parking souterrain de l'hôtel, je l'ai regardé une dernière fois avant de couper le moteur. « Tu es prête ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, se détachant déjà. « Oui, allons-y. » La suite de l'hôtel était silencieuse, à l'exception du doux vrombissement de la ventilation et du léger tapotement des doigts d'Émilie sur le clavier de son ordinateur portable. Elle était recroquevillée sur le canapé-lit, des écouteurs sur les oreilles, regardant quelque chose de léger et d'oubliable, le genre de série qui remplit l'espace et tient les sentiments à distance. Je me tenais près de la fenêtre, le téléphone à la main, fixant les lumières de la ville se reflétant sur la vitre. Lyon paraissait paisible de si haut, de cette paix lointaine qui n'existe que lorsqu'on est assez éloigné du désordre. L'écran s'est allumé. Isabelle, portable. J'ai laissé sonner une fois, deux fois, puis j'ai répondu. Michel. Sa voix était d'abord tranchante, désespérée de briser le silence. Salut, ai-je dit calmement. Il y a eu une pause. Puis elle a parlé vite,
comme si les mots s'échappaient de sa bouche avant que la culpabilité ne puisse les rattraper. Je ne le pensais pas comme ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas vrai. Je te testais, c'est tout. J'avais besoin de savoir si tu tenais encore à moi. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant les phares balayer la rue en contrebas. Tu as dit son nom, Isabelle. Tu m'as posé un ultimatum. Ce n'est pas un test. C'est une déclaration. J'ai paniqué, a-t-elle dit rapidement. Je pensais que tu t'étais peut-être tellement éloigné de moi que seul quelque chose de choquant te secourait. Mais il n'y a pas de Didier. Il n'y a personne d'autre. Ma mâchoire s'est contractée, mais ma voix est restée égale. Je vais visionner les enregistrements, ai-je dit. Chaque pièce, chaque jour où j'étais parti. Chaque fois que tu pensais être seul. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Ce long silence haletant qui dit tout plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Michel, a-t-elle murmuré, comme si mon seul nom pouvait arranger les choses. Tu vas vraiment faire ça? J'ai déjà commencé, ai-je répondu. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Sa voix affaiblit. Tu aurais dû. Une autre pause. Je pouvais entendre sa respiration courte, irrégulière. La panique s'installait maintenant, lentement mais sûrement. Tu jetterais toute cette famille par la fenêtre pour un malentendu, a-t-elle dit, son ton devenant soudainement sec, défensif. Non, ai-je répondu. Tu as fait ça au moment où tu as choisi les secrets plutôt que l'honnêteté. Je l'entendais faire les 100 pas maintenant. Des pas étouffés, le froissement d'un tissu, le léger craquement d'une latte de plancher. Je ne voulais pas te perdre, a-t-elle murmuré. Je ne savais juste pas comment dire que j'étais malheureuse. Et c'est la partie qu'on aurait pu entendre si tu n'avais pas commencé par la manipulation. Il y a eu un hoquet dans sa respiration. Émilie n'a rien vu. Je m'en suis assuré. Elle ne sait même pas. Elle en sait plus que tu ne le penses, ai-je coupé, gardant mon ton maîtrisé. Et même si elle ne savait pas, il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle a vu. Il s'agit de ce que tu as fait entrer dans sa maison. Michel, je te jure, je n'ai jamais, je le vérifierai moi-même, ai-je dit. Et s'il s'avère que tu dis la vérité, je le saurai. Si tu mens, je le saurai aussi. Pendant un moment, il n'y a rien eu à l'autre bout du fil. Puis, doucement, comme si ça faisait mal de le dire, tu n'étais pas censé être celui qui part. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé à nouveau la ville. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était basse. Bonne nuit, Isabelle. Attends, Michel, j'ai mis fin à l'appel. Émilie a jeté un coup d'œil depuis le canapé, ses écouteurs glissant légèrement. C'était maman? J'ai hoché la tête, glissant le téléphone dans ma poche. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je me suis approché et me suis agenouillé à côté d'elle. Elle est un peu perdue en ce moment, mais on va s'en sortir. Elle m'a étudié, ses yeux bruns intelligents creusant plus profondément que ceux de la plupart des gens ne le pourraient jamais. Puis elle a fait un petit signe de tête et a murmuré, d'accord. Et à cet instant le silence, le poids, la vérité, j'ai su que quelque chose en Isabelle s'était brisé. Mais pour moi, quelque chose s'était enfin solidifié. Il était un peu plus de minuit quand j'ai finalement ouvert l'ordinateur portable. Émilie dormait dans la chambre attenante, recroquevillée dans le lit de l'hôtel, son sweat à capuche zippé jusqu'au menton, la lueur de la lampe de chevet toujours allumée. Je l'ai laissée ainsi. Elle avait toujours été nerveuse à l'idée de dormir dans des endroits inconnus. Même maintenant, après tout, elle essayait de faire comme si de rien n'était, mais je le voyais bien. Je me suis assis sur le bord du canapé dans le salon sombre, les rideaux tirés. L'écran s'est allumé, froid et bleu. Mes doigts ont plané sur le pavé tactile une seconde de plus que nécessaire. Le dossier était sobrement intitulé « Archives Caméra Maison Lyon, mars ». J'ai cliqué. Des rangées de dates ont rempli l'écran, des horodatages organisés à la seconde près. J'ai sélectionné l'après-midi du 9 mars, vers l'heure où Émilie devait être à l'école et où j'étais à 2 villes de là pour conclure une affaire immobilière. L'enregistrement a commencé. La voilà, Isabelle, entrant dans la cuisine, téléphone à la main, faisant les 100 pas. Les cheveux relevés, sans son pull. Ses mouvements étaient distraits, nerveux.
Elle n'arrêtait pas de vérifier l'heure, puis la sonnette. Elle s'est déplacée rapidement, trop rapidement, pour répondre. Je l'ai regardé ouvrir la porte d'entrée. Un homme de grande taille est entré. Pas n'importe quel homme. Le sénateur Didier Martin. Il avait l'air familier. Je l'avais vu sur des affiches de campagne, dans des flashs d'informations qu'Émilie avait zappées en parcourant les chaînes. Mais le voir dans notre maison, dans notre cuisine, c'était autre chose. Isabelle s'est penchée pour le prendre dans ses bras s'enroulant autour de ses épaules avec le genre d'aisance qu'on n'a pas avec quelqu'un de nouveau. Le câlin s'est attardé. Il l'a embrassé sur la joue, puis dans le cou. Mon estomac s'est noué. J'ai mis la vidéo en pause, j'ai fixé l'image fixe. Sa main était sur le bas de son dos. La sienne était sur sa poitrine. Aucun des deux n'avait l'air mal à l'aise. Aucun des deux n'avait l'air que c'était la première fois. J'ai relancé la lecture. Elle l'a conduit à la cuisine, à verser du vin. La bouteille venait de l'étage du haut, une que nous gardions pour notre anniversaire. Ils ont ri. Il a touché son poignet, et elle n'a pas bougé. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil aux fenêtres de devant. Aucune hésitation, aucune peur, pas même une seconde de réflexion sur la maison dans laquelle elle se trouvait. Notre maison. La maison d'Émilie. Je suis resté assis là, la mâchoire serrée, le ventilateur de l'ordinateur portable bourdonnant faiblement sous le poids de tout ce qui s'effondrait. Puis est venu le pire. Isabelle a attrapé la télécommande sur la table basse et a allumé la télévision. Un documentaire sur la nature, des oiseaux migrateurs, une douce musique de piano en fond. Elle s'est appuyée contre lui sur le canapé, sa tête reposant sur son épaule. J'ai regardé fixement car juste là, clairement visible, se trouvait le sac à dos d'école d'Émilie, toujours près de la porte depuis ce matin. Attendant toujours qu'elle rentre à la maison. Si Émilie avait oublié quelque chose, un livre, une bouteille d'eau et était rentrée par cette porte, elle aurait tout vu. J'ai arrêté l'enregistrement, j'ai refermé le couvercle. Je n'ai pas dit un mot, n'ai pas fait un son. Je suis juste resté assis dans le noir, les coudes sur les genoux, à ne rien regarder. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était de l'insouciance. Une négligence envers la seule chose pour laquelle je faisais plus confiance à Isabelle qu'à toute autre chose, la sécurité émotionnelle d'Émilie. Il ne s'agissait plus seulement de mariage. Il s'agissait de notre fille. 3 jours plus tard, je me tenais derrière une table en bois au tribunal de grande instance de Lyon, ma main reposant sur un dossier en manille qui pesait bien plus que du simple papier. Isabelle était assise de l'autre côté de la salle d'audience, tailleur noir, cheveux tirés, les yeux fixés droit devant. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Son avocat, un homme nommé Roland Leclerc, n'arrêtait pas de lui murmurer à l'oreille comme s'il colmatait les brèches d'un navire en perdition. La salle d'audience était petite, intime, pas le grand drame que les gens imaginent. Ça sentait la poussière et la cire. Les murs étaient beiges. La juge, une femme sévère d'une 50aine d'années, nous regardait tour à tour avec des yeux comme des projecteurs. « Monsieur Durand », a-t-elle dit en joignant les mains. « Vous demandez la garde exclusive de votre fille ?»« Oui, votre honneur », ai-je dit, calme et clair. « Et pour quel motif ?» J'ai ouvert le dossier et j'ai passé une pile de preuves soigneusement organisées et étiquetées au greffier. Négligence, mise en danger émotionnelle et tromperie délibérée. Leclerc s'est immédiatement levé. Objection. Monsieur Durand tente de diffamer ma cliente. La juge a levé une main. Vous aurez votre tour, maître Leclerc. Asseyez-vous. Il s'est assis. Je me suis avancé. Au cours du dernier mois, ma femme, Isabelle Durand, a fait entrer un autre homme dans notre domicile commun pendant les heures d'école, à plusieurs reprises. Une personnalité publique, alors que notre fille était attendue à la maison à tout moment. La juge a haussé un sourcil. Vous avez des preuves de cela? Oui, ai-je dit en hochant la tête. Audio et vidéo. Chaque pièce de la maison est surveillée, un accord préalable entre les deux parties à des fins de sécurité. Qui est l'homme impliqué, a-t-elle demandé. J'ai hésité une seule seconde. Le sénateur Didier Martin. Un silence s'est abattu sur la pièce comme une couverture. La tête de Leclerc s'est légèrement baissée, comme s'il se préparait à un impact.
Isabelle m'a enfin regardé pour la première fois depuis son entrée dans la salle. Ses yeux n'étaient ni suppliants ni en colère. Ils étaient vides. La juge a parcouru les captures d'écran vidéo fournies. Horodatées. Claire. Madame Durand, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. Niez-vous cela? Isabelle s'est penchée vers son avocat. Il a murmuré quelque chose. Elle a hoché la tête, puis s'est tournée vers le banc. Je ne savais pas que les caméras enregistraient, a-t-elle dit doucement. La juge a cligné des yeux. Ce n'est pas un déni, Madame Durand. La voix d'Isabelle s'est brisée. C'était une erreur. Une erreur personnelle. Une erreur, ai-je répété doucement. Qui aurait pu causer un tort permanent à notre fille? La juge a feuilleté d'autres pages du dossier. Et vous avez affirmé que cette relation n'affectait pas votre fille? Isabelle s'est raidie. Émilie n'a jamais rien vu. Je m'en suis assuré. J'ai rencontré le regard de la juge. Sauf votre respect, votre honneur, je crois que la sécurité émotionnelle de ma fille ne devrait pas reposer sur le hasard. Si elle était rentrée plus tôt ce jour-là, nous ne serions pas ici à discuter. Nous serions en train de ramasser les morceaux émotionnels. Silence. Le clerc s'est finalement levé. Il s'agit d'une audience pour la garde, pas d'un procès politique. La vie personnelle de ma cliente ne devrait pas être le seul facteur dans cette décision. Ce n'est pas personnel, a coupé sèchement la juge. Il s'agit d'exposition, de jugement et du préjudice potentiel pour une enfant mineure. Vous pouvez vous asseoir. Les épaules d'Isabelle se sont visiblement affaissées. Puis la porte au fond de la salle d'audience a grincé, et un journaliste s'est glissé à l'intérieur, griffonnant rapidement. Et d'un coup, le silence autour du sénateur Martin s'est fracturé. Chuchotement, murmure. Je n'avais pas besoin d'un titre de journal pour savoir ce qui allait arriver. Au moment où la séance s'est terminée et où la juge a ordonné un examen complet de la garde et m'a accordé la tutelle temporaire, en attendant l'enquête, Isabelle ne regardait même plus son propre avocat. Dehors, les caméras attendaient comme des loups. Des microphones, des flashs, des journalistes qui criaient « Monsieur Durand, pouvez-vous confirmer si le sénateur est impliqué? Est-ce politiquement motivé? Pensez-vous que votre femme a mis votre fille en danger pour le pouvoir ?» Je n'ai répondu à aucune question, mais j'ai vu le titre qui paraîtrait le lendemain matin avant même d'arriver à la voiture, l'affaire secrète du sénateur Martin en banlieue révélée dans une bataille pour la garde. Et voilà, ce n'était plus seulement notre famille qui était sous le microscope. C'était un scandale. Et Isabelle venait de se retrouver en plein centre. Il était un peu plus de minuit quand mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Numéro masqué. J'avais vu assez de drames judiciaires cette semaine pour savoir ce que cela signifiait. J'étais assis dans le noir, la télévision de l'hôtel clignotant toujours dans le coin, en sourdine. Une sorte de téléachat nocturne vendant des couteaux à steak qui pouvaient couper un tuyau de cuivre. Je n'ai pas bougé tout de suite, j'ai juste regardé l'écran luire pendant que la vibration continuait. Deuxième vibration, puis silence, puis de nouveau. Troisième vibration. Je l'ai pris, j'ai répondu et je n'ai pas dit un mot. Une seconde plus tard, une voix basse s'est fait entendre. Masculine, inconnue. Tu dois arrêter. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Il a continué, le ton sec, calculé. Abandonne la procédure de garde. Sors de ce pétrin discrètement. Tu as fait valoir ton point. Je me suis adossé à la chaise, laissant le vinyle froid pressé contre mon dos. Et si je ne le fais pas? Il y a eu une pause. Alors tu penses que ça lui fait du mal? Ce n'est pas le cas. Mais si tu insistes, les gens commenceront à fouiller dans ton travail, tes finances, ton passé. Des choses que tu ne pensais pas importantes. Vous me menacez. Non, a dit la voix doucement. Je te donne une porte de sortie. Je me suis levé, j'ai traversé lentement la pièce vers la fenêtre. La ligne d'horizon de Lyon scintillait en contrebas, les voitures comme des lucioles silencieuses serpentant dans le centre-ville. J'ai gardé ma voix basse, stable. Laissez-moi deviner. Cela vient de quelqu'un lié à Martin. Une autre pause. L'homme n'a pas confirmé. Il n'en avait pas besoin. J'espère qu'ils vous ont bien payé, ai-je dit.
Parce que la carrière de cet homme est déjà en train de couler. Et quand elle s'effondrera, il emportera avec lui tous les noms qu'il a jamais chuchotés, y compris le vôtre. Tu ne penses pas à long terme, a dit la voix. Oh, si, ai-je dit calmement. Je pense à ma fille et au genre de monde dans lequel elle va grandir. Je ne reculerai pas, dites-le à votre gars. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. J'ai souri, non pas parce que je me sentais courageux, mais parce que j'en avais assez que la peur soit la voix la plus forte dans la pièce. Vous non plus, ai-je dit. Mais la différence, c'est que je n'ai pas peur de la vérité. Puis j'ai mis fin à l'appel. Je me suis rassis et j'ai ouvert le bloc-notes de l'hôtel, notant tout ce dont je pouvais me souvenir. Heure de l'appel, détail de la voix, phrase. Je l'ai immédiatement envoyé à mon avocat, avec un enregistrement dès la seconde où j'ai décroché. Mon téléphone enregistre automatiquement tous les appels masqués. La paranoïa paie. Moins d'une minute plus tard, il m'a répondu par texto, gardez ça. C'est de la coercition. Il vient de nous fournir des munitions. J'ai fixé le message, puis j'ai lentement regardé vers le mur entre ma chambre et celle d'Émilie. Elle dormait maintenant, inconsciente. En sécurité. C'est de cela qu'il s'agissait. Pas de vengeance, pas de tribunal, même plus d'Isabelle. Il s'agissait de s'assurer que cette fille derrière ce mur n'ait jamais à se demander si son père avait flanché quand c'était le plus important. Parce que je ne l'avais pas fait, et je ne le ferai pas. Pas maintenant. Jamais. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait déjà avant que le café n'ait fini de couler dans la kitchenette de la suite de l'hôtel. Je n'avais pas besoin de deviner pourquoi. Isabelle s'était exprimée publiquement. J'ai ouvert mon téléphone et c'était là, sa première publication sur Facebook. Fond blanc, texte noir, un long paragraphe alambiqué habillé d'une fausse humilité, je n'aurais jamais pensé être forcé de me défendre publiquement, mais me voici. Pour tous ceux qui ont entendu des rumeurs, je veux que vous sachiez que Michel et moi avons des difficultés depuis des années. La vérité, c'est que je me sentais abandonné, seul. J'ai fait une erreur, et maintenant je suis puni comme une criminelle. Tout ce que j'ai toujours fait, c'est aimer ma fille et me battre pour maintenir ma famille unie. Je n'ai jamais mérité ça. Elle avait déjà été partagée 63 fois. Les commentaires commençaient à arriver. Une vague sympathie, mais la plupart sceptiques. J'ai fait défiler et j'ai vu qu'une de ses anciennes amies, Alix Dubois, avait commenté sans détour « N'as-tu pas fait entrer un autre homme dans la maison pendant que ta fille était à l'école ?» Et un autre « Je suis assez sûr que menacer de demander la garde exclusive, ce n'est pas de « l'amour ». Juste pour dire. Isabelle avait toujours été douée pour les apparences. Elle savait comment pleurer juste assez pour obtenir de la sympathie, comment formuler les choses pour paraître assez vague pour que les gens comblent les vides en sa faveur. Mais cette fois, les gens ne jouaient pas le jeu. Quelques heures plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Morgane Durand, appel entrant. La sœur cadette d'Isabelle. Nous ne nous étions pas parlé depuis des semaines. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décroché. Salut, Morgane. Il y a eu une longue pause, puis sa voix, plus douce que dans mon souvenir. Salut, Michel. Je n'étais pas sûr si je devais appeler, mais j'ai vu sa publication ce matin, et je suppose que je voulais juste entendre ta voix. Je suis sorti sur le balcon de l'hôtel, laissant l'air frais du matin me frapper le visage. Oui, je me doutais que ça finirait par devenir public tôt ou tard. Elle est en pleine dérive, a dit Morgane doucement. Et les choses qu'elle dit. Je ne sais même pas si elle y croit elle-même. Il y avait quelque chose de fragile dans son ton, comme si elle marchait sur une corde raide entre la loyauté et la vérité. Elle a dit que je l'avais prise par surprise, ai-je dit. Mais Morgane, je lui ai donné une douzaine de chances. Elle m'a posé des ultimatums et a fait entrer cet homme dans notre maison comme si nous étions du bruit de fond. Je ne me suis pas juste réveillé un matin pour partir. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Et je suis désolé. Vraiment. J'aurais dû le voir venir. La façon dont elle a commencé à changer. Elle a arrêté de venir au brunch du dimanche, elle est devenue secrète, dédaigneuse. Je lui ai demandé plusieurs fois si tout allait bien, et elle m'a toujours repoussé. Elle essaie de me faire passer pour le méchant.
Je sais, a répété Morgane, cette fois avec plus de poids. Mais les gens voient clair dans son jeu. Alix m'a envoyé un texto ce matin. Elle a dit qu'Isabelle avait toujours fait du cinéma. Et ses voisins? La moitié d'entre eux étaient déjà au courant pour le sénateur. Ce n'était qu'une question de temps. Je me suis appuyé contre la balustrade, regardant le soleil se lever au-dessus de la ligne d'horizon de la ville. Comment ta mère prend-elle les choses? Elle a le cœur brisé, a admis Morgane. Pas seulement à cause de l'infidélité, mais parce qu'Isabelle ne cesse de s'enfoncer. C'est comme si plus elle se sent acculée, plus elle crie fort, et ça éloigne tout le monde. Silence, puis plus doucement, comment va Émilie? J'ai souri faiblement. Plus forte que je ne le pensais. Elle est calme, concentrée, mais je sais qu'elle observe tout. J'aimerais la voir, a dit Morgane doucement. Pas pour créer des problèmes, juste pour lui faire savoir qu'elle n'est pas seule. Je viendrai à vous. J'apporterai certaines de ses affaires. Peut-être l'emmener déjeuner si elle en a envie. Ça signifierait beaucoup. Elle a fait une pause. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit juridique, personnel, je suis là. J'aurais dû l'être plus tôt. Tu es là maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. Après avoir raccroché, je suis resté là 1 minute de plus, à regarder le trafic matinal. Pendant si longtemps, Isabelle avait contrôlé le récit lors des dîners, des réunions de famille, même aux réunions de l'APE. Mais maintenant, ses mots étaient creux. Ses alliés disparaissaient, et même sa sœur avait cessé de la défendre. Le peu de pouvoir qu'elle pensait avoir lui glissait entre les doigts, et elle le sentait. C'était un vendredi après-midi, du genre qui portait encore une trace de la chaleur printanière dans l'air, avec l'odeur de l'herbe et de l'asphalte, et l'écho lointain des collégiens criant sur le terrain de football. J'étais assis dans la file d'attente pour le ramassage scolaire, mes doigts tapotant doucement sur le volant, regardant les élèves sortir par vagues lentes du bâtiment en briques. Puis la voilà, Émilie. Sa queue de cheval rebondissant légèrement à chaque pas, un sac à dos bleu marine sur une épaule, des écouteurs pendant autour de son cou. Elle m'a repéré instantanément et m'a offert un demi-sourire qui n'était pas forcé. Cela signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Elle a glissé sur le siège passager et a bouclé sa ceinture. « Salut, ma puce », ai-je dit. « Salut, papa. » Je lui ai jeté un coup d'œil de côté. « Comment s'est passée l'école ?» Elle a haussé les épaules. « Pas mal. Madame Hébert nous a donné un contrôle à livre ouvert. Tout le monde a paniqué quand même. » J'ai ri. Ça semble tout à fait normal. Elle a sorti une barre de céréales de son sac à dos et l'a déballée slowly. Nous avons quitté le trottoir pour nous insérer dans la circulation. « Et l'orchestre ?» ai-je demandé. « Tu joues toujours ce nouveau morceau ?» Elle a hoché la tête en mâchant pensivement. « Oui, c'est compliqué mais assez amusant. Monsieur Valois n'arrête pas de me dire de diriger les seconds violons avec plus de confiance. Je suppose qu'il pense que je suis doué ou quelque chose comme ça. » Il a raison, ai-je dit. Tu as toujours eu le sens de la musique. Son sourire s'est un peu agrandi à ces mots, à peine. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge, et je me suis tourné légèrement vers elle. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Pas à propos de l'école, à propos de tout le reste. Elle a regardé, curieuse. J'ai continué, en faisant attention à mon ton. Je sais que les 2 dernières semaines ont été intenses, et je ne t'ai pas vraiment donné tous les détails de ce qui se passe avec ta mère et moi, mais j'ai besoin de savoir, comment tu tiens le coup? Elle n'a pas parlé pendant un moment. Puis elle s'est tournée sur son siège, les genoux orientés vers moi. Tu as été incroyable, papa. J'ai cligné des yeux. J'ai quoi? Elle a haussé les épaules comme si c'était évident. Je veux dire, tu n'as pas paniqué. Tu ne me fais pas choisir de camp. Tu me demandes toujours comment se sont passés mes contrôles et l'orchestre et des trucs qui me font me sentir normal. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas que je retenais. Émilie a appuyé sa tête contre la vitre, sa voix plus douce maintenant. Quand nous avons quitté la maison pour la première fois, j'ai eu peur. Je ne savais pas ce qui se passait, et je pensais que tu étais peut-être en colère contre moi aussi, ou que j'avais fait quelque chose de mal. Ma poitrine s'est serrée. Mais tu n'as pas rendu ça effrayant, a-t-elle dit. Tu as donné l'impression d'une transition, comme si nous traversions quelque chose, sans être déchirés par ça.
J'ai dû serrer plus fort le volant juste pour rester ancré. Je ne sais pas ce qui va se passer avec maman, a-t-elle dit doucement. Et je ne suis pas prête à lui parler pour l'instant, mais je sais que je suis en sécurité avec toi. Je sais que tu dis la vérité, même quand ça fait mal. Émilie, ai-je commencé, mais elle a levé une main. Tu n'as rien à dire. Continue juste à faire ce que tu fais. Un silence s'est installé entre nous, mais il n'était pas lourd. Il semblait léger, mérité. Le feu est passé au vert et j'ai continué à conduire, jetant un coup d'œil à ma fille, la même fille qui s'endormait dans son siège auto en fredonnant des chansons de Disney, parlant maintenant avec plus de clarté que la moitié des adultes de ma vie. Il y avait une force en elle maintenant. Non pas à cause de ce qui s'était passé, mais malgré cela. Dis, ai-je dit après une minute. On s'arrête pour une glace? Elle a souri. Cookies et crème, toujours. Elle a penché la tête en arrière contre le siège, la tension de son corps disparue. Et tandis que je nous conduisais vers la petite boutique du coin où nous allions après les récitals de ballet, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Ni la maison, ni le mariage, ni le plan. Mais ça, cette connexion calme et résiliente avec ma fille. C'était pour ça que ça valait la peine de se battre. La pluie a commencé juste après le coucher du soleil. Forte, insistante, claquant contre les fenêtres de l'hôtel comme si elle avait quelque chose à dire. Émilie était sur le canapé, à moitié enroulée dans une couverture, parcourant une pile de papiers d'école pendant qu'une musique à faible volume jouait sur son téléphone. Puis on a frappé à la porte. 3 coups courts et délibérés. J'ai regardé par le Judas. Isabelle. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Ses cheveux étaient humides de pluie, son maquillage légèrement bavé, tenant un sac d'épicerie en plastique comme si cela adoucissait en quelque sorte la raison de sa présence. Michel, a-t-elle dit, le souffle court. Je voulais juste apporter quelques affaires à Émilie. Des vêtements, son carnet de croquis, du dentifrice. Rien de dramatique. Je me suis écarté lentement. D'accord. Juste quelques minutes. Émilie a levé les yeux dès qu'Isabelle est entrée. Son visage s'est figé, pas effrayé, pas en colère. Juste méfiant. Salut, ma chérie, a dit Isabelle rapidement. Trop rapidement. Elle a tendu le sac comme une offrande. Je t'ai apporté ton sweat à capuche bleue. Je sais que tu l'aimes bien quand il pleut. Émilie l'a pris poliment, a murmuré, merci, et l'a posé sur la table d'appoint. Isabelle est restée debout, ses yeux balayant la pièce, puis revenant vers moi. Tu aurais pu me rappeler, a-t-elle dit à voix basse. Ce n'est pas le moment, Isabelle, ai-je répondu, mon ton égal. Elle s'est tournée vers Émilie, adoucissant sa voix de manière spectaculaire. Tu m'as tellement manqué, et je sais que les choses sont devenues compliquées, mais rien de tout cela ne signifie que nous ne sommes plus une famille. Émilie n'a pas répondu. Isabelle s'est approchée, baissant la voix comme si elle livrait une révélation émotionnelle. Ton père et moi, nous avons juste été un peu perdus. Mais nous pouvons arranger ça. Pour ton bien. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Nous sommes toujours tes parents. Émilie s'est levée lentement, la couverture glissant de ses épaules. Tu veux dire pour ton bien? Isabelle a cligné des yeux. Quoi? La voix d'Émilie est restée calme, mais elle a transpercé l'atmosphère. Tu n'es pas ici parce que je te manque. Tu es ici parce que tu as peur. Parce que les gens l'ont découvert. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement entre nous. Émilie, je suis ta mère, et, je ne suis pas ta couverture, a-t-elle dit sèchement. Arrête de m'utiliser pour réparer tes dégâts. Le sang-froid d'Isabelle s'est fissuré comme du verre sous la pression. Tu crois que c'est facile pour moi? Je me fais détruire dehors. Les gens chuchotent, Morgan se retourne contre moi, les médias me traquent comme si j'étais un monstre. J'ai fait une seule erreur. Tu as fait un choix, ai-je coupé, me plaçant entre elles. Et maintenant, tu essaies de le réécrire. Elle s'est tournée vers moi, la voix forte. Tu te crois si juste, à utiliser le tribunal pour monter ma fille contre moi, à me faire passer pour la méchante dans ta petite croisade pour la garde? Je suis resté stable, la voix basse. Tu fais ça très bien toute seule. Sa lèvre a tremblé.
J'ai tout donné pour cette famille. Tu l'as misé, ai-je dit. Et maintenant, la table est vide. La pluie martelait plus fort dehors alors que j'ouvrais la porte. Il est temps de partir. Isabelle est restée figée, trempée de silence. Puis elle a attrapé son sac à main, a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris, et est passée devant moi. Je l'ai suivie dans le couloir. Elle s'est retournée avant l'ascenseur. Tu vas le regretter. Je l'ai déjà regretté, ai-je dit. Maintenant, j'en ai juste fini. L'ascenseur a sonné. Elle est entrée sans se retourner. Je suis retourné dans la chambre, fermant la porte derrière moi. Émilie était de retour sur le canapé, les yeux brillants mais secs. Ça va, ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête une fois, et dehors, le tonnerre a grondé sourdement sur la ville, comme un avertissement venu du ciel lui-même. Le lendemain matin, j'ai enfilé un costume bleu marine que je n'avais pas porté depuis la dernière conférence immobilière. Chemise repassée, chaussures cirées, alliance depuis longtemps retirée de mon doigt. L'air extérieur était vif, le ciel encore gris de la tempête qui avait traversé la nuit. L'agence d'Isabelle se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques rénové sur l'avenue Foch. Grandes fenêtres, mobilier moderne, beaucoup d'espaces blancs et des œuvres d'art murales surdimensionnées avec des slogans comme « La perception est tout ». Je n'ai pas attendu à la réception. La jeune fille à l'accueil a à peine eu le temps de se lever que je suis passé en disant poliment « Je n'en aurai que pour 5 minutes ». Isabelle était assise derrière un bureau en verre, les yeux rivés sur son écran. Elle ne m'a pas remarqué au début, mais quand elle l'a fait, quand elle a levé les yeux et m'a vu là, debout, toute sa posture a changé. Elle s'est redressée, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Michel. J'ai hoché la tête une fois. Nous devons parler. Elle a cligné des yeux, confuse. Ici? C'est ici que tu as construit la version de toi-même que tu essaies de protéger, ai-je dit. Ça me semblait approprié. Elle s'est levée, lissant son blazer. Si c'est à propos d'hier soir, ce n'est pas le cas, ai-je coupé, calme et mesuré. C'est à propos de la suite. Elle n'a rien dit, mais ses mains se sont légèrement crispées sur le bureau. Je me suis approché. Tu ne te présenteras plus à l'improviste. Tu n'utiliseras pas Émilie comme moyen de pression. Tu ne culpabiliseras pas une enfant parce que tu as fait des erreurs d'adulte. La bouche d'Isabelle s'est ouverte. C'est refermé. Je parle clairement, ai-je continué, car c'est la dernière fois que je le ferai en dehors d'un tribunal. Si tu tentes de la manipuler à nouveau, même émotionnellement, je demanderai une ordonnance restrictive. Et je gagnerai. Tu sais que je gagnerai. Elle me regardait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. Peut-être que ce n'était pas le cas. Sa voix affaiblie. Michel, je n'essayais pas de lui faire du mal. Mais tu l'as fait. J'ai posé une seule enveloppe sur son bureau. Des copies de l'échange de textos de la nuit dernière entre Émilie et Morgane, confirmant la visite et ses conséquences. Nous documentons tout maintenant. Pour ton propre bien, Isabelle, arrête de creuser. Elle s'est assise lentement, les yeux fixés sur l'enveloppe. Plus de mots. Je me suis tourné pour partir. Et avant de franchir la porte, je me suis arrêté une seule fois. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit. C'est moi qui m'assure que notre fille sache ce qu'est la stabilité. Et puis je suis parti. 3 mois plus tard, notre appartement n'était plus seulement un endroit où loger. C'était devenu un foyer. La lumière du matin tardif inondait les fenêtres du salon, se posant sur les cadres photos qu'Émilie avait insisté pour accrocher elle-même. L'un était une photo spontanée de nous à la plage l'année dernière. Un autre était un dessin qu'elle avait fait à 10 ans, des lettres de travers qui disaient « Équipe papa ». Elle fredonnait dans la cuisine, le cliquetis des assiettes tandis qu'elle mettait la table. On a frappé à la porte. « J'y vais » a-t-elle crié avant même que je puisse me lever. Je l'ai regardé depuis le couloir ouvrir à un grand garçon aux yeux nerveux et à la bonne posture. Il portait une chemise à col, un jean qui ne tombait pas, et se tenait comme s'il savait que ce n'était pas une simple rencontre. « Bonjour, monsieur Durand », a-t-il dit en entrant avec un petit signe de tête respectueux. « Je suis Noé. » Émilie a souri à côté de lui, visiblement fière. « Enchanté de te rencontrer, Noé », ai-je dit en lui offrant une poignée de main ferme.
Merci d'être venu. Il a soutenu mon regard sans ciller. Merci de me recevoir, monsieur. Ils se sont assis sur le canapé, discutant doucement pendant que j'apportais les boissons. Émilie a ri. Vraiment ri, et j'ai réalisé que cela faisait longtemps que ce son n'était pas accompagné du nombre. 1 heure a passé. Puis on a de nouveau frappé. Plus doucement, plus lentement. Isabelle. Elle se tenait à la porte en ballerine et dans un simple manteau gris, ne tenant rien. Pas de maquillage, pas de faux semblant. Salut, a-t-elle dit, la voix basse. J'étais dans le coin. Je me suis dit que je pourrais peut-être voir Émilie 1 minute. Émilie est venue à la porte, a hésité, puis a hoché la tête une fois. Isabelle m'a regardé ensuite mais n'a rien dit, elle a juste soutenu mon regard. Il n'y avait pas de colère, pas de spectacle, seulement le silence et le poids d'une centaine de mauvais virages. Je n'ai rien dit non plus. Elle est partie au bout de 5 minutes. Émilie est revenue, n'a rien dit au début. Puis, elle est différente. Je pense qu'elle commence à comprendre. J'ai hoché la tête. Peut-être. L'appartement était de nouveau calme, paisible, et j'ai réalisé que la justice était venue. Pas par la fureur ou le spectacle,